bienvenue à tous pour cet après-midi. Nous commençons avec Emmanuelle Boulet, qui va nous parler de la phobie scolaire et du goût d'apprendre. Elle est pédopsychiatre spécialisée dans l'adolescence au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, bien sûr, responsable d'une unité ambulatoire pour adolescents, c'est-à-dire des consultations et un centre d'action thérapeutique à temps partiel, ainsi que d'un centre de psychothérapie pour enfants et adolescents. Elle est aussi docteure en psychologie, c'est bien pour ça qu'elle est là avec nous aujourd'hui, membre associé au laboratoire psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse de l'université Paris-Cité, mais qui était donc anciennement Paris 5. Voilà, Anthony était Paris 7 et Emmanuel rattaché donc à l'ancien Paris 5. Voilà. Merci Elisabeth. Donc tu fais référence à mon doctorat. Comme effectivement tous les intervenants, j'ai fait mon doctorat avec Monsieur Marty comme directeur. Et ce qui me reste, alors Anthony a un peu évoqué nos séminaires de doctorants, qui étaient des moments très forts de ces 3 années. Et moi, ce qui m'a marqué par rapport à ma thématique de la phobie scolaire, c'est que chaque fois que, comme vous le disiez Anthony Brault, on arrivait avec nos écrits, on avait essayé de travailler des concepts, enfin on avait plein de choses à transmettre. Et moi, dès que je commençais à parler, j'étais interrompue par les autres qui avaient tous une idée de ce que c'était la phobie scolaire. Et j'essayais d'y revenir, mais je ne pouvais pas. En fait, je passais mon temps à répondre à des questions qui contrariaient le fil de ma pensée. Et le séminaire se terminait, j'étais très frustrée. Donc c'est arrivé plusieurs fois, et au bout d'un moment, Monsieur Marty m'a dit « Mais là, il faut qu'on y réfléchisse, c'est pas rien ce qui se passe. Ce sujet a un effet poil à gratter, vous aviez dit. C'est un effet poil à gratter, ça suscite chez les gens quelque chose qui est inhabituel. Donc je vais essayer, en vous en parlant, je pense que c'est un fil, voilà, où je questionne un peu ce que ça nous fait vivre, la phobie scolaire. Alors, bon, déjà, quel trouble recouvre ce qu'on appelle la phobie scolaire ? La classification française donne une définition qui est simple et efficace, qui est une manifestation d'angoisse majeure avec un phénomène de panique lié à la fréquentation scolaire, ce qui interdit sa poursuite sous des formes habituelles. C'est très efficace. Pour moi, ça dit presque tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a que la classification française qui en parle, puisque la classification internationale ne mentionne plus rien qui a à voir avec la phobie scolaire. Le concept a totalement disparu, alors on pourra réfléchir pourquoi, c'est quand même assez intriguant, je trouve. L'angoisse dont il s'agit survient la plupart du temps à l'idée de se rendre en cours et interdit de faire le chemin vers l'établissement. C'est une angoisse vraiment d'expression somatique très forte. Il y a des douleurs physiques, des nœuds dans le ventre, gêne respiratoire, des maux de tête, une sensation de faiblesse. Parfois, ils ont l'impression qu'ils vont s'évanouir, voire qu'ils sont paralysés, ce qui rend absolument impossible le trajet vers l'école. Donc, il s'agit d'un refus du corps avant toute chose. C'est le corps qui se met au service d'un empêchement inconscient, mais cet empêchement-là contrarie souvent l'envie qui est formulée consciemment, qui est l'envie de s'y rendre, celle de poursuivre sa scolarité normalement. Donc ça donne, alors pas tous, mais un grand nombre expriment le fait qu'ils aimeraient y aller, à la fois ils nous disent ça, mais en même temps qu'il y a un impossible. Alors, il est important de noter qu'il manque à cette définition, que je trouve très efficace, le fait qu'en se retirant de l'école, les adolescents, souvent, se replient chez eux. Et que donc, ça se double d'un phénomène un peu de claustration à la maison. L'enfermement est plus ou moins radical.
avec plus d'expression d'angoisse quand ils sont enfermés chez eux, plus beaucoup d'expression d'angoisse. Alors, elle se révèle lorsque les parents les incitent à sortir quand même. Là, on a des manifestations qui sont totalement disproportionnées. Je me souviens d'une jeune fille qui me disait « Moi, je me cache dans le premier placard venu quand mes parents essaient de m'amener à l'école. » Le premier placard venu, c'est tellement incongru. Mais voilà, enfin, ils sont prêts à tout pour qu'on ne les contraigne pas. Alors, si dans un premier temps, les adolescents se préparent tout de même à partir, et parfois ils parviennent quand même à sortir de chez eux, ils ne réussissent pas à franchir le seuil de l'établissement. En fait, il y a deux seuils. Soit c'est le seuil de l'appartement qu'ils n'arrivent pas à franchir, soit c'est le seuil de l'établissement qui n'est pas possible. Et là, ils ne peuvent pas pousser la porte. Avec la répétition des échecs, ils finissent par rester au fond de leur lit de toute façon. Et ce repli contribue amplement à la gravité du trouble. Voilà pourquoi le terme de refus scolaire anxieux, qui est le terme adopté par l'Éducation nationale, ne me semble pas convenir pour qualifier ce trouble, parce que refus sous-entend un choix conscient et que anxieux minimise l'ampleur de l'angoisse. C'est vraiment une angoisse avec une composante somatique majeure. Donc je préfère celui plus simple de phobie scolaire, car ce dernier terme a le mérite de parler aux adolescents qui s'y reconnaissent, même s'il est très imparfait, et nous allons voir pourquoi. Alors, une particularité de ce trouble, qui n'est pas spécifique à la phobie scolaire, qu'on retrouve aussi dans les anorexies, et puis sûrement dans d'autres troubles, c'est que ça fait vivre aux adultes, que sont les parents ou que sont les enseignants ou que sont les psys, un sentiment d'impuissance majeure. Donc les aménagements scolaires, il ne faut pas trop se faire d'illusions, généralement ça ne marche pas. Aucun médicament n'a montré son efficacité. La relation thérapeutique semble piétiner. Alors, Anthony Braud nous a donné un exemple d'une relation thérapeutique quand même dont semblait se saisir le jeune, mais ça a mis beaucoup de temps. Tu nous l'as dit après. Mais voilà, ça met énormément de temps à s'installer. Souvent, on s'enlise dans des propos extrêmement factuels. Ces patients donnent l'impression d'un appauvrissement de leur vie psychique. Et ils ont tendance à éteindre la créativité de leur interlocuteur. Donc, un sentiment d'impuissance qui nécessairement est difficile à tolérer pour les parents, pour les soignants, pour les profs. Alors, pour la supporter, plusieurs postures, deux postures un peu caricaturales. Ce sont d'une part s'agiter, s'activer, agir. Alors, ça recouvre proposer des aménagements, proposer des changements d'établissement. Voilà. Je le mets du côté pas de l'acte, mais plutôt de l'acting, enfin de l'agitation. D'autres évitent, renvoient sur d'autres structures, adressent en psychothérapie sans qu'il y ait une demande à minima élaborée, donc généralement ça ne donne rien. Voilà, c'est plutôt du côté de l'évitement. On a donc deux risques face à ces jeunes, soit devenir opératoire, soit devenir nous-mêmes phobiques de ces patients. En fait, cette impuissance qu'on ressent, c'est avant tout la leur. Roussillon parle de transfert paradoxal pour décrire ce que l'on vit dans une relation thérapeutique face à un patient qui nous fait ressentir son éprouvé à sa place. Alors, l'impuissance, donc l'impuissance qui nous fait vivre, l'empêchement de penser, c'est aussi quelque chose qu'on peut vivre à la place du jeune. On parle aussi de phénomènes d'identification projective. En fait, c'est des concepts qui se recoupent.
Mélanie Klein, elle a décrit l'identification projective pour dire ce phénomène où on ressent à la place de l'autre. Roussillon en fait un transfert paradoxal. Un exemple qui me vient, c'est avec un jeune que je recevais qui me faisait vivre un grand sentiment d'ennui. Donc il me parlait, mais de choses hyper factuelles, vraiment, j'arrivais pas à trouver de l'intérêt à ce qu'il me disait. Il me parlait, et puis je peinais à rester concentrée, et un jour il me dit bon, ça suffit, maintenant je cesse de vous écouter. Et là, je suis restée complètement... Moi, j'avais l'impression que je ne pouvais pas en placer une, il n'y avait que lui qui parlait, et que je passais mon temps à lutter pour ne pas cesser de l'écouter. Et voilà, et c'est lui qui le formule. C'est un peu ce genre de phénomène dont je veux vous parler. C'est un mécanisme que connaît bien la mère du tout jeune nourrisson. Elle comprend, grâce à ce qu'on appelle l'identification projective, donc quels sont les besoins élémentaires de son bébé plus que lui-même. Elle peut les lui traduire en lui répondant de manière adéquate. C'est un mécanisme donc de communication élémentaire qui est normal chez le tout petit. Monsieur Marty en a un petit peu parlé dans son propos. Ce mécanisme laisse place par la suite à des fonctionnements plus élaborés qui nécessitent moins le détour par l'autre et par le vécu de l'autre. Donc son usage chez l'adolescent laisse quand même entendre que leur développement précoce, tout précoce, vraiment de la toute petite enfance, a pu être troublé. Que quelque chose s'est figé en eux très tôt dans la vie psychique. Un petit quelque chose, parce qu'ils ont continué à grandir, ils ont pu traverser la phase de latence, voilà. Mais il y a quelque chose qui s'est ripé au tout début de la vie psychique. Alors, on parle d'angoisse, évidemment. De quelle angoisse se défendent ces patients ? Son objet reste obscur, tout à fait imprécis. Aucune explication rationnelle ne tient la route. Alors, dans un premier temps, par contre, sont alléguées toutes sortes de choses. On a l'impression, en fait, que les jeunes veulent nous faire plaisir, ou faire plaisir à leurs parents, donc ils vont chercher des explications. Ça va être mésentente avec les profs, avec les pairs. Ça va être des rejets plus intellectualisés du système scolaire, voire un harcèlement signifiant qui immédiatement affole les adultes. Et aujourd'hui, je ne vous en parle pas. Souvent, en fait, ça tombe. Quand un peu plus tard, ils nous disent « Non, mais c'est pas vraiment... » Mais il faut bien qu'ils trouvent une réponse parce qu'eux-mêmes ne savent vraiment pas ce qui leur arrive. L'angoisse, c'est une peur irraisonnée par définition, qui n'a pas d'objet clairement identifié. Le processus phobique consiste à localiser l'angoisse en un objet ou une situation extérieure à soi afin de l'éviter. D'où le fait que phobie scolaire est assez impropre. C'est-à-dire que ici, le processus phobique échoue partiellement. Puisque l'angoisse, si elle se déplace bien sur quelque chose qui a un rapport avec l'école, ses contours restent flous, instables, diffus, et l'angoisse réapparaît au bout d'un moment, même quand ils sont enfermés à la maison. Ainsi, certains se coupent de leurs camarades d'école, d'autres refusent de sortir dans la rue ou de s'approcher de leur établissement scolaire. En fait, il y en a qui établissent vraiment des territoires géographiques qu'ils ne peuvent plus fréquenter. L'extension de l'angoisse peut englober les apprentissages scolaires, avec empêchement de faire les devoirs ou de rattraper les cours manqués. Ça peut, mais ce n'est pas la règle. Le rapport à l'école varie amplement d'un patient à l'autre. Certains apprécient les cours et y excellent. D'autres n'ont jamais aimé l'école ou bien été des élèves standards. Certains parviennent à travailler tout seuls, sans aide, à la maison. D'autres sont incapables de s'y atteler sans un accompagnement ou de s'y mettre tout court.
une jeune fille me disait récemment, faire mes devoirs à la maison, ça serait comme faire rentrer le lycée à la maison. J'ai entendu un peu faire rentrer le loup dans la bergerie, mais après, bon, il faut que je continue à associer là-dessus. Mais il y a quelque chose d'un mouvement, voilà, où le lycée, c'est Oni, sans qu'elle sache pourquoi, et il y a un fil associatif avec les devoirs. Alors, la frustration de ne plus apprendre est parfois énoncée comme une plainte. Les adolescents tentent, enfin certains, par tous les moyens, de se maintenir à niveau et de faire des acquisitions par eux-mêmes. En autodidacte, parfois, avec des cours par correspondance. Souvent, c'est la géopolitique qu'ils adorent, parce que c'est très très loin d'eux. Mais voilà, ils peuvent développer aussi un goût pour les langues asiatiques. Il y a toutes sortes de spécialités qu'ils arrivent à développer. Ils deviennent très pointus. Donc, on peut avancer que phobie scolaire ne veut pas dire phobie du contenu scolaire. Et que surtout, il ne faut pas s'y méprendre. Mais ça pourrait plutôt avoir un rapport avec le contenant scolaire. Alors, contenant scolaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça peut être le cadre physique, hein, l'enceinte de l'école, les personnes qui font vivre l'école, mais à un niveau plus élémentaire, plus archaïque, le contenant, ce qui le structure, c'est la temporalité et la rythmicité. Elisabeth en a dit un mot tout à l'heure. Alors, des indices nous orientent vers une temporalité singulière dans la phobie scolaire. Il s'installe régulièrement chez eux une sorte de retrait du monde, on l'a vu, un repli au domicile, avec comme particularité de sembler indifférent au temps qui passe. Souvent, ces jeunes gens semblent ne rien attendre. Ils ne sont pas impatients. Et ils disent même ne pas s'ennuyer. Quand l'ennui apparaît, c'est un levier thérapeutique qui est intéressant à saisir. Déjà, on est content quand apparaît l'ennui. Mais parfois, c'est tellement morne qu'il n'y a même pas d'ennui. Ils peuvent dire je reste dans mon canapé des heures sans rien faire, presque je regarde le plafond et voilà, ça va. Alors, cette temporalité, comment est-ce que ça apparaît dans l'ontogénèse, dans le développement du tout petit ? Le ressenti du temps s'organise chez le petit enfant dans la rythmicité interactive avec sa mère et son environnement primaire. Je fais une petite aparté brève sur la rythmicité. Donc les rythmes se basent, chez le bébé on parle, à un niveau macroscopique, sur la régularité des soins primaires qui sont prodigués au bébé, la tétée, le bain, les siestes, etc. Et à un niveau micro, sur le dialogue rythmique qui s'instaure avec sa mère, qui est beaucoup plus subtil là. C'est la rythmicité de l'interaction avec la mère, qui dépend des caractéristiques de la maman. Et qui détermine une communication d'abord sensorielle, avant d'être verbale. Le bébé est particulièrement sensible au rythme qu'il ressent dans son corps. Il est sécurisé par leur qualité prévisible. Il intériorise ce qu'on appelle un rythme de sécurité qui va structurer son premier contenant de pensée et stabiliser ainsi l'enveloppe psychique. C'est des termes un peu psy, mais je pense qu'ils sont aussi assez imagés. Mon hypothèse, donc, c'est que ce premier contenant psychique, c'est-à-dire le rythme de sécurité, n'a pu fermement se constituer chez les jeunes phobiques scolaires. D'où une instabilité profonde en eux, une discontinuité au sein de leur être, qui les rend dépendants de ce qui, autour d'eux, dans leur environnement, peut compenser cette faille. Je vais un peu développer.
Donc dans l'enfance, ce sont les rythmes familiaux et les rythmes scolaires qui compensent l'absence d'un rythme de sécurité intérieure. Donc rien n'y paraît. Mais à l'adolescence venue, le jeune tend à se dissocier des rythmes familiaux. C'est ainsi qu'il inaugure sa révolte. Il va adopter un nouveau rythme, il ne va plus vouloir dîner en même temps que les parents, il ne va pas avoir faim à ce moment-là, il va dormir plus tard, il va préférer dormir le jour, il sort au moment où ses parents veulent avoir un temps ensemble, enfin bref, il se décale de leur rythme. Contrairement à ses congénères, l'adolescent qui va être sujet à la phobie scolaire, lui, quand on regarde rétrospectivement, il ne va pas avoir tendance à se décaler. Il va bien rester calé au rythme de ses parents. En fait, il est agrippé au rythme externe, qu'il soit familial ou scolaire, à défaut donc d'un rythme de sécurité interne. Mais un conflit s'installe nécessairement entre le processus d'adolescence, M. Marty vous en a largement parlé, qui vise l'autonomie psychique, le sentiment de dépendance, et puis qui vise l'indépendance, et puis ce sentiment de dépendance à une rythmicité externe qui donc contrarie la volonté d'autonomie. Ainsi, l'adolescent va commencer par vaguement percevoir une sorte de dépendance au rythme scolaire. Il est un peu moins bien quand ça s'arrête, c'est-à-dire quand il y a les congés, beaucoup moins bien quand ça reprend, la reprise après les congés. Parfois se manifestent là les premiers signes d'un mal-être scolaire. Et puis un jour, une rupture de rythme, ça peut être juste les vacances ou ça peut être une maladie intercurrente, va révéler au grand jour cette dépendance. Il ne va pas réussir à retourner. Parfois, la simple coupure du week-end rend le retour du lundi difficile. Donc, à un moment, il n'y arrive plus, il n'y retourne plus. Ça paraît une simple pause dans le rythme scolaire, mais en fait, ça entraîne un désarroi profond, comme une brisure à l'intérieur de l'être. C'est-à-dire qu'il croit s'affranchir de cette pénible dépendance au rythme en restant chez lui, et il s'aperçoit que la discontinuité, elle est en fait à l'intérieur de lui-même. Donc un effondrement a lieu qui proscrit la possibilité de revenir en arrière. Même si l'adolescent le regrette, il est devenu incapable de se synchroniser à nouveau au rythme scolaire. Ce qu'on peut associer à ça, à donc l'histoire d'un rythme de sécurité qu'ils n'auraient pas en eux, qui nécessite de trouver à l'extérieur quelque chose qui compense. Et ils ont trouvé le rythme scolaire, en gros. Ce qui est associé à ça chez les adolescents phobiques scolaires, c'est donc une instabilité de leur contenant psychique et des cloisons. C'est comme si pour compenser le fait que l'enveloppe psychique est mal constituée, ils constituent des cloisons à l'intérieur pour la solidifier. Et ces cloisons, nous on appelle ça des clivages. Ça participe grandement à la difficulté à leur venir en aide. Beaucoup de niveaux de clivage dans leur fonctionnement. Alors ça se traduit par des manières d'être différentes d'un moment à l'autre ou d'un contexte à l'autre. Par exemple, ils ne sont pas les mêmes dans un contexte de soins et dans un contexte d'apprentissage. Alors je ne parle pas de l'école traditionnelle parce que là, on ne les voit plus, mais quand ils vont à l'école à l'hôpital par exemple, ou dans des lieux où ils acceptent d'aller, ils ont deux visages. À votre avis, dans quel lieu ils ont le visage le plus avenant ? À l'école ou chez les soignants ? Eh bien non, c'est à l'école. C'est à l'école. À l'école, ils sont avenants, ils sont sympas avec les profs, souvent ils sont vifs en plus. Et quand ils sont avec les soignants, à l'hôpital, vraiment dans les soins, ils sont hautains, hyper laconiques, fermés à l'échange, souvent avec un petit peu de dédain, à l'affût des failles, à cheval sur le règlement, ils ne loupent rien. Leur partie saine s'exprime donc pleinement face aux enseignants, et l'école est étonnamment un milieu où ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ces deux attitudes antinomiques face à l'école et face aux soins
Ça relève d'un clivage intrapsychique que Winnicott a qualifié de faux self. C'est-à-dire, c'est un clivage entre l'intellect et la psyché. Donc, le nourrisson a besoin d'un environnement maternel qui est fiable et prévisible, on l'a vu, qui est ajusté au rythme de ses besoins. Si cet environnement primaire défaille sur l'un ou l'autre de ces points, la fiabilité, la prévisibilité, le nourrisson qui se sent insécurisé va devoir chercher en lui-même ce qui manque au dehors. Là, c'est le mouvement inverse, en fait. Et il peut surinvestir l'intellect précocement. Avec l'intellect, on peut tenter de prédire ce qui échappe et ce qui est de l'ordre de la coupure rythmique. Ce surinvestissement se fait aux dépens du monde émotionnel et affectif, qui est au contraire du côté de ce qui sort du contrôle. Donc l'intellect va être priorisé, la psyché, avec tous ces tourments émotionnels, affectifs, va être désinvestie. L'enfant va alors développer un langage oral très maîtrisé. Et l'adolescent s'exprimera mieux que bien des adultes. Il peut passer pour précoce. Au test de QI, on se rend compte que c'est surtout l'index verbal qui est particulièrement élevé. Il peut également passer pour dyspraxique, parce que le passage à l'écrit ne suit pas toujours les prouesses de l'oral. Il peut également passer pour présentant un trouble déficit de l'attention, TDAH, car il a pu surinvestir précocement la motricité en surcroît de l'intellect. D'autres clivages, d'autres cloisons se repèrent. Entre le corps et l'esprit, on l'a vu au début, le corps exprime la peur, alors que l'esprit manifeste l'envie d'y retourner. Et dans la rencontre, on se rend compte qu'on ne perçoit qu'une facette d'eux-mêmes. Quand les parents ou les enseignants nous racontent comment ils sont avec eux, on a l'impression que ce n'est pas le jeune qu'on voit en face de nous. Parfois, au cours même d'un entretien, ils s'éteignent, brusquement ils coupent le contact. Ce qui est remarquable dans leur prise en charge, c'est cette forme d'inconstance dans l'investissement. Souvent, l'entretien peut se terminer, ils semblent disposés à investir quelque chose qu'on leur propose. Alors on y croit. Ils sont d'accord pour participer à un atelier, pour revenir nous parler. En fait, ils sont un peu portés par notre désir, ils se conforment à ça. Et quand la situation se présente, ils n'honorent pas le rendez-vous. Si on téléphone chez eux pour comprendre ce qui se passe, ils sont au fond de leur lit, ils ne veulent plus nous parler. Il y a vraiment des phénomènes de coupure comme ça, brutales, qui témoignent de ces clivages. Ils se conduisent finalement de la même façon vis-à-vis des soins, oui, je termine, et vis-à-vis des cours. À un moment, ils sont en relation avec un interlocuteur soutenu par un échange, ils se déclarent prêts à retourner en cours ou à revenir consulter. Et à un autre moment, celui de venir, de se mouvoir, d'honorer leur engagement, ils ont perdu tout élan, toute énergie et s'avèrent incapables d'accomplir ce que plutôt ils étaient déterminés à faire. D'où l'intense découragement mêlé de déception qu'ils produisent chez les personnes qui tentent de les aider. Les parents, les enseignants, les psys. Cependant, d'avoir identifié ce phénomène de transfert paradoxal ou d'identification projective, ça nous permet de ne pas oublier que ce découragement, cette déception, sont avant tout les leurs. Voilà, je voulais donner des pistes thérapeutiques, mais peut-être dans la discussion. Si ? Est-ce que j'ai débordé alors ? Bon. Donc finalement, comment ? Rapide, très. Donc finalement, on est confronté chez ces jeunes à l'apparent paradoxe d'une trop grande dépendance au rythme scolaire. C'est parce qu'ils ont trop besoin de l'école, un besoin vraiment primaire, archaïque, qu'ils tentent inconsciemment de s'en affranchir et qu'ils se trouvent pris au piège d'une coupure irréversible, parce qu'elle est trop désorganisante pour eux. Donc l'erreur habituelle qui est fort répandue, c'est de considérer que c'est ce contenu scolaire qui génère la phobie. Cette erreur a des conséquences qui sont
de proposer divers aménagements qui échouent, donc de se décourager encore davantage, de changer l'élève d'établissement, ça ne marche pas, donc on finit par lui en vouloir, ça s'avère inutile, ou alors on adopte des postures idéologiques qui sont refuser d'accorder l'enseignement à domicile car ça irait dans le sens du symptôme. Bon, tout ça, voilà, je vous le déconseille en fait. L'impuissance soignante dans laquelle ils nous plongent peut nous piéger et nous conduire par réaction à agir à leur place. En gros, il est urgent d'attendre et de ne rien faire face à eux et de supporter de ne rien faire, tout comme eux, ils n'arrivent à rien faire. Répondre dans le concret, proposer des solutions qui ne sont pas les leurs, ça échoue. Donc, 2 axes thérapeutiques me semblent importants à privilégier, à combiner. 1, les aider à se réinscrire dans une temporalité par la rythmicité des propositions de suivi. En fait, on a vu au niveau du contenu de ce qu'ils nous livrent, il n'y a pas grand-chose au début, c'est vraiment très pauvre. Donc l'idée, c'est on ne se décourage pas, c'est pas ça qui compte. Pour le moment, on n'en est pas à chercher à interpréter le contenu, mais juste à proposer un contenant qui est une régularité de venue. Voilà, déjà s'ils viennent toutes les semaines ou d'autres tous les 15 jours, c'est déjà pas mal en fait. C'est un début de contenant de quelque chose. Soutenir les parents et en particulier la fonction symbolique paternelle qui est celle qui va du côté de la coupure et du temps et du futur et du projet. Voilà. Aider les parents à continuer à scander quelque chose d'une temporalité, à ne pas se laisser engluer dans cette atemporalité de l'adolescent. Ça, c'est tout un pan du travail. Et puis par rapport aux apprentissages, il me semble que c'est important de maintenir un lien aux apprentissages, quel qu'il soit, parce que, donc, dans mon hypothèse, ce n'est pas ce qui les rend phobiques du tout, les apprentissages. Au contraire, c'est quelque chose qui peut médiatiser la relation, médiatiser leur angoisse. Voilà, on peut, en passant par le contenu scolaire, les aider à travailler sur leurs difficultés. Donc, ne pas renoncer aux apprentissages, quelles qu'en soient les modalités. Voilà. Désolée d'avoir débordé. Merci beaucoup Emmanuelle pour cette présentation et l'intérêt de ce paradoxe voilà, qui est relevé. En fait, on a l'impression que ces élèves sont en difficulté avec l'école et que donc ils n'ont pas besoin de l'école. Et en réalité, ils ont trop besoin de l'école. Et aller rechercher ça du côté de la relation primaire et de l'instauration des rythmes dans la relation mère-bébé, je pense que ça vous rappellera aussi des choses compte tenu de la venue de Bernard Gols que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps. Alors c'est maintenant Delphine Bonichon qui va nous parler du décrochage et du raccrochage à l'adolescence. Elle est psychologue clinicienne, maître de conférences en psychologie clinique à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers, membre du laboratoire RP Psych et membre associé du laboratoire de psychologie clinique et de psychopathologie psychanalytique à l'Université Paris-Cité, Paris 5, donc l'ancien Paris 5. Voilà. Alors tout d'abord, je tenais à remercier donc Elisabeth à ma gauche d'avoir été. Donc je tenais à remercier Elisabeth d'avoir été à l'initiative et aussi d'avoir beaucoup œuvré pour que les doctorants et praticiens formés par François Marty lui rendent aujourd'hui hommage, ce qui a pu se concrétiser sous 2 formes. La première, donc un écrit, les 2 tomes là qui sont à ma gauche, qui rassemble des contributions ouvrant des champs cliniques assez diversifiés et rendant ainsi compte de la curiosité, de l'ouverture et du dynamisme de François Marty à investiguer, découvrir, explorer, se laisser surprendre, avec un élan dont il a eu la générosité de nous irradier. Tel un passeur, il a su nous inviter à le suivre dans ses explorations, mais mieux encore, à nous risquer à explorer au-delà,
en nous adressant de véritables invitations à nous mettre à l'essai, en incarnant ce compagnonnage qu'il a par ailleurs si bien relevé autour de l'adolescence et théorisé. Autre forme donc de cet hommage, à travers donc cette journée que nous vivons aujourd'hui, sous forme donc de contribution orale qui laisse la possibilité d'un échange, d'un dialogue, d'un partage que je sais aussi cher à François Marty dans son esprit de transmission et d'ouverture, voire de soutien à la co-construction. Tel un passeur entre passé, présent et futur, il a toujours eu à cœur de tendre la main aux jeunes générations, de les accompagner et même de les encourager sur la voie de leur devenir, alliant ainsi présence, mais aussi discrétion et détermination dans cette incarnation même d'un étayage. S'il sait en effet percevoir le potentiel de chacun, il sait aussi le soutenir et attendre patiemment son éclosion. Enfin, et je crois que cette journée en est encore un exemple, François Marty s'est mobilisé et rassemblé autour de lui, dans un esprit de partage et de discussion, ce qui est précieux, notamment au regard de cet axe central que constitue donc le travail d'humanité qui est au cœur des ouvrages, dont il est particulièrement question aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, bien d'autres encore, je mesure la chance que j'ai eue de croiser son chemin et d'avoir pu être accompagnée par un tel compagnon dans ma construction professionnelle notamment, ce qui l'a nécessairement coloré, mais m'a aussi beaucoup aidé, je crois, à essayer d'incarner cette dimension d'étayage si centrale dans toute traversée adolescente. Donc pour tout ça, Monsieur Marty, je vous remercie vivement. Je finirai juste cette introduction en remerciant bien sûr les organisateurs de cette journée de nous avoir offert encore une belle journée de partage et d'échange, mais aussi une belle occasion de nous réunir et de nous retrouver autour de François Marty. Donc, merci pour toute l'organisation et la logistique que vous avez su rendre si fluide. Pour ce qui est de ma contribution aujourd'hui, donc je me saisirai de cette invitation pour déployer avec vous une réflexion autour du décrochage scolaire à l'adolescence, en essayant de nouer pratique clinique et recherche, tels deux pans qui se nourrissent mutuellement et qui, à mon sens, maintiennent la pensée vivante. Alors, j'organiserai un petit peu les choses de la façon suivante. Le premier point sera de vous décrire un petit peu de quoi je suis partie pour penser cet élément-là, cette question. La seule personne dans cette conférence. Notamment en termes d'observation clinique. Le deuxième grand axe sera ouvert autour de la question des axes qui peuvent se dégager à partir de ces premières observations cliniques. Et le troisième grand axe sera la question finalement de comment on peut tenter de mettre tout ça au travail. Donc pour resituer un peu les choses, c'est à partir d'une clinique en CMP, centre médico-psychologique, en secteur de pédopsychiatrie, que cette réflexion pour moi est née, au sens où j'observais une multiplication des demandes avec des tableaux mettant au centre un retrait, comprenant notamment un retrait de la sphère scolaire, une déscolarisation qui se faisait plus ou moins complète en fonction des situations. Suite au premier confinement, qui a été induit par la crise sanitaire liée au Covid, la réouverture s'est en effet accompagnée d'une recrudescence de demandes qui se trouvaient adressées aux lieux de soins psychiques qui étaient dédiés aux jeunes. Donc tout le secteur de la pédopsychiatrie, les maisons des adolescents, etc. Et les tableaux qui se trouvaient être en vigueur mettaient en avant le retrait du jeune, une déscolarisation, une angoisse diffuse, mais aussi des plaintes en termes de harcèlement scolaire, ainsi qu'un fort désarroi des parents. Nous avons aussi observé que ces tableaux se présentaient particulièrement chez les adolescents, avec un pic relevé à l'entrée en 6e, vers les 12 ans.
et aussi un autre pic autour de 15-16 ans. Dans la littérature, nous avons pu relever que 3 pics étaient décrits en ce qui concernait la déscolarisation. Le premier entre 5 et 7 ans, le deuxième autour de 12 ans et le troisième autour de 14 ans. Nous, on n'a retrouvé que les 2 derniers, on pourrait dire. Ces constats nous ont donc invités à interroger ce que pouvait venir traduire cette symptomatologie quant aux accros que peut connaître le processus adolescent en lien avec l'environnement. Dans la littérature, nous avons pu trouver qu'une majorité de tableaux de déscolarisation concernaient des garçons, 2 pour 3. Ce qui nous invite également à penser les spécificités du développement psychosexuel du garçon dans la traversée adolescente, notamment quant au traitement de la perte, ce qui ne manque pas de convoquer les questions des modalités de défense qu'ils peuvent emprunter et la construction du narcissisme dans le développement psychosexuel du garçon, mais aussi les modalités d'être en lien avec l'objet. La question du retrait, se retirer, dans cette symptomatologie-là, empruntée par les adolescents, m'interpelle depuis mes premiers travaux portant sur le suicide à l'adolescence, en termes d'idéation suicidaire et de tentative de suicide, constituant pour moi un fil conducteur avec ce que je tenterai de déployer aujourd'hui. Se retirer, notamment en lien avec le traitement de la perte qui se pose dans toute adolescence. Que mettent-ils ainsi en scène autour de la perte et de leurs difficultés éventuelles à la traiter? Dans mes travaux antérieurs, donc autour de la question du suicide à l'adolescence, j'interrogeais le fait qu'il soit question, dans le scénario suicidaire lui-même, de s'absenter, de se retirer, de mettre dans l'ombre au moins pour un temps, et ce, parfois dans un geste éclatant. Ici, les adolescents dont il s'agit semblent mettre une énergie considérable à se retirer de l'endroit où ils sont peut-être le plus attendus. La sphère scolaire. Ce qui s'accompagne, je le note particulièrement, d'une impuissance importante du côté de leur environnement premier. Quels axes, dès lors, se dégagent? Pour aller de ce côté-là, je vous propose un petit détour historique, en nous centrant sur les apports et les réflexions qui ont pu avoir lieu quant au décrochage scolaire à l'adolescence. C'est-à-dire que ma proposition, c'est d'aller voir la confluence entre cette symptomatologie qui met au centre un retrait de la sphère scolaire et le processus adolescent. C'est dans le premier tiers du XXe siècle qu'on trouve les premiers éléments. Le refus scolaire est alors considéré comme un acte de délinquance en lien avec un environnement défaillant. D'ores et déjà, notons que la dimension transgressive et agressive de cette symptomatologie est au centre, en lien avec un défaut de portage de l'environnement. L'agressivité se trouve logée dans ce terme même de refus scolaire, soit quelque chose qui aurait à voir avec une forme d'opposition, ou qui, du moins, dans le lien transférentiel, pourrait être ainsi vécu. Fin du XXe siècle. Ça se poursuit, les travaux autour de cette question. C'est alors la dimension dépressive et son cortège de désinvestissement qui est au centre des explorations. Alors, dimension dépressive, qu'elle se présente sur son versant clairement dépressif ou sur celui inverse des troubles réactionnels du comportement avec opposition tels que fugue, conduite addictive ou encore auto-agressivité. C'est alors donc que le décrochage commence à être conçu dans ces 2 versants, celui de l'accro versus celui du potentiel. Il est alors pensé également comme une tentative de résolution, certes échouée, mais quand même, face à un noyau dépressif pouvant prendre des tonalités mélancoliques. Ce qui apparaît aussi à ce moment-là, c'est la dimension relationnelle qui est particulièrement soulignée en termes de nouage sujet-objet, mettant en exergue
l'hostilité qui se voit projetée sur l'autre, qu'il s'agisse des pairs, des enseignants ou plus globalement de l'institution scolaire. Donc hostilité, mais aussi sadisme, être malmené par, voire une haine. Est également soulignée la question d'un environnement toujours dénoncé comme défaillant, au sens de non protecteur, non limitant, voire même indifférent, et qui peut apparaître comme porteur de règles totalement arbitraires. Ces éléments-là tendent à nourrir un désinvestissement mutuel, c'est-à-dire une déliaison. Donc ce sont des éléments qui sont bien sûr particulièrement intéressants quant à la question des mouvements transféro-contre-transférentiels qu'une telle clinique peut solliciter et donc qui ne manqueront pas d'être au rendez-vous. Dans cette veine, le refus scolaire à l'adolescence est étudié, notamment par Didier Anzieux et Annie Biraud, tel un mécanisme phobique servant de défense contre la sexualisation de la pensée, impliquant bien sûr les fantasmes oedipiens, qu'ils soient incestueux comme meurtriers, qui se trouvent relus à la lumière du génital, réactualisé donc par la puberté. Mais ce processus défensif prend ici place dans une organisation qui est sous-tendue par des fragilités narcissiques, révélées par la poussée pubertaire elle-même dans les suites d'une latence qu'on pourrait dire larvée. Les auteurs, et notamment Annie Biraud, mettent en avant des difficultés d'individuation sous-tendues par des fragilités narcissiques héritées de cette latence, donc qui n'aurait pu pleinement se déployer en termes de mise en place de la digue défensive, si importante pour pouvoir traverser l'afflux pulsionnel pubertaire. De ce fait, le processus adolescent s'en trouve entravé, notamment autour de la co-construction sujet-environnement, ce qui rejoint ici les apports de François Marty quant à l'importance, et il nous l'a rappelé ce matin, de la latence en termes de jalons préparant plus ou moins bien le processus adolescent. Donc, nous avons là souligné le défaut d'appui sur les ressources assises à l'intérieur au moment ou à la faveur de la latence, et à cela s'ajoute un défaut d'appui sur les figures parentales qui ne seraient pas assez ou peu contenantes. En somme, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, tout semble fragile. Du côté du potentiel, allons voir un petit peu ce qui pourrait s'étudier. Si nous empruntons donc ce qui est soulevé ici en termes certes d'impasse mais aussi de potentiel, en ne négligeant pas cette dimension de potentiel que nous savons aussi chère à François Marty, et même si nous proposons de la penser plus avant, nous pouvons envisager le décrochage scolaire sous l'angle de la tentative essayée de résolution en termes de retrait, signant une tentative de différenciation qui se jouerait dans le milieu scolaire, c'est-à-dire avec les pairs et les enseignants, faute de parvenir à la jouer sur la sphère familiale, avec le paradoxe que cette tentative condense la difficulté dans laquelle se trouve l'adolescent lui-même, au sens où, en faisant ça, il s'enferre sur le terrain familial, et donc, voilà, aussi, il pointe, voilà, qu'est-ce qui est en difficulté dans le processus de séparation lui-même. La tentative, qui serait de l'ordre de se mettre à l'écart, à l'abri des pairs et des enseignants, comprend également une tentative de déplacement des conflits en vigueur, sans pleinement y parvenir. Didier Loru a particulièrement souligné la fonction de délimitation d'une telle symptomatologie via ce qu'il a nommé une opposition passive, c'est-à-dire que ces adolescents empruntent plutôt le chemin de l'inertie, du désintérêt, voire de l'indifférence, et ce, faute de parvenir à manier pleinement une opposition plus active, alors même que ce mouvement est nécessairement engagé par le processus adolescent lui-même, et ce, particulièrement peut-être
pour le garçon. Alors je pense ici à ce que Daniel Marcelli nomme du côté de l'urgence pour le garçon à se séparer du premier objet pour préserver, voire même affirmer son identité sexuelle, ce qui se rejoue nécessairement à l'adolescence. Ce serait là donc où ça achoppe, de façon plus ou moins majeure et temporaire en fonction des sujets. Derrière, c'est un mouvement mélancolique qui pointerait, avec mise en scène de sa disparition en douceur, si on pourrait dire, sans éclat, avec vide, désespoir, négativité, refus. Mouvement mélancolique, mais que là encore, le sujet semble en partie s'épargner en le faisant traverser par l'autre, qui vit pleinement, lui, de plein fouet, le désarroi, l'impuissance, etc., etc. Mais alors, comment traiter la perte sans s'épargner de l'éprouver? Ce faisant, cela implique un risque important, et c'est à noter pour nous, de rupture de lien. Ce travail du négatif en vigueur chez eux. Si le décrochage donc signe une attaque de la pensée, tel que ça a été décrit donc dans la pensée notamment d'Annie Biro autour de la dimension phobique, mais aussi un repli narcissique, donc un repli sur soi, sous-tendu par des fragilités narcissiques héritées d'une latence larvée, il signe aussi, et il ne faut pas pour notre part l'oublier, une attaque du lien, laissant l'autre dans l'impuissance, l'incompréhension, pouvant de façon défensive laisser s'installer un désintérêt mutuel et une indifférence mortifère. Cette attaque du lien n'est pas sans lien justement avec la reviviscence des vœux meurtriers qui semblent particulièrement à nu dans cette réactualisation des fantasmes oedipiens, au regard, je pense là notamment, à l'agressivité, au sadisme et à la haine qui se trouvent projetés sur l'environnement scolaire. On a en tête les propos véhéments qui ne manquent pas dans cette clinique. Ce qui apparaît également en lien avec la reviviscence ou la revisite du lien aux objets premiers est un miroir, alors en premier lieu parental mais pas que, dans lequel le sujet aurait rencontré une certaine forme d'absence, absence de reflet de lui-même, vide, dans une destructivité qui semble s'exercer de façon effectivement passive, comme en négatif. Et c'est cette dimension de miroir que je souhaite plus particulièrement interroger, car l'ayant finalement peu trouvé dans les écrits, et pourtant l'ayant plutôt finalement trouvé dans la clinique. Pourquoi je souhaite m'y intéresser particulièrement? Aussi parce qu'il me semble que ça peut être un levier thérapeutique potentiel. Puisque l'idée derrière, ce serait que le thérapeute lui-même pourrait constituer un miroir, un parmi tant d'autres, mais un quand même, avec lequel faire, ou peut-être même refaire, certaines expériences pour se mirer, peut-être autrement. D'où la dernière question que je voulais évoquer avec vous, comment peut-on mettre au travail ces éléments dans une perspective d'accompagnement du jeune qui souffrirait donc sous cette forme-là, c'est-à-dire autrement dit, quelle piste d'accompagnement cela peut-il ouvrir? Dans la littérature, les auteurs mettent en avant la possibilité, l'importance de la possibilité de supporter l'ennui, les affects dépressifs, soit de se mettre en contact avec ces affects-là de façon authentique, de se laisser toucher par le jeune, sans en être effondré. C'est une expérience qui serait à traverser avec l'adolescent, tel un préalable à une relance du désir éventuel, comme un temps premier pour relancer, réanimer le désir. C'est toute la question de la nécessité d'en passer ou d'en repasser par la position dépressive à l'adolescence, ici que cela soulève. Autre élément qui est souligné dans la littérature, c'est la capacité à rester vivant et désireux de les réanimer, l'importance de soutenir l'expérience de plaisir partagé, notamment dans le lien,
et l'importance de relancer l'activité de rêverie, mais encore faut-il pouvoir en maintenir une nous-mêmes, c'est-à-dire rêver ses jeunes, quoi. Autre élément qui était évoqué dans la littérature, l'importance du travail de remaillage des liens des différents lieux d'inscription du jeune, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient du domaine du soin ou qu'ils soient familial. Il me semble qu'autour de cette question du remaillage, il y a aussi toute la question de la possibilité, pour l'environnement multiple, on pourrait dire ça comme ça, de traverser des conflits, des désaccords, sans rompre. Finalement, de faire l'expérience d'un lien qui puisse être plus tempéré et peut-être moins menaçant, parce que diversifié, mais solide. Et enfin, ce qui est souligné dans la littérature, c'est l'importance de la pluralité des points d'appui, là aussi pour aider un peu à diffracter les conflits en vigueur. Pour aller plus avant dans cette réflexion, je vais m'appuyer sur une vignette clinique. Donc il s'agit d'un jeune de 12 ans, David. C'est un jeune garçon frêle, semble hésiter à rester dans l'enfance ou à mettre un pied dans l'adolescence lorsque je le rencontre. Il consulte car il est déscolarisé depuis plusieurs mois et présente ce qu'il appelle lui des crises d'angoisse depuis son entrée au collège qui se sont intensifiées au point que l'idée même d'y retourner peut les provoquer. Par crise d'angoisse, il entend des maux de ventre, une sensation de froid, une peur intense et diffuse, et aussi des idéations noires. Au début, il vient à reculons, craignant que la simple évocation de ces crises ne les réveille. Cette idée le met même en état d'alerte. Il nous faudra donc commencer, avec lui, par créer un lieu sécure, que lui puisse repérer ce lieu comme sécure. Au centre, rapidement, apparaît une scène, point de départ de ces crises d'angoisse. Scène où il se fait malmener par les plus grands, dans ce passage paradoxal en 6e, où il s'agit à la fois d'atteindre la cour des grands et d'y être ramené au statut de plus petit. Ce qui lui en reste, ce sont des voix d'hommes qui hurlent, l'infantilisent et le punissent. Leur visage lui demeure pour autant inconnu. Si dans sa logique, la foudre provient d'une faute à expier, ici précisément, le déchaînement des plus grands à son encontre demeure pour lui insaisissable, peut-être même arbitraire, tout autant que leur volonté de le maintenir dans un statut infantile. Il enrage d'être sommé de quitter son statut d'enfant et tout autant d'y être maintenu. Il ressent alors le besoin de convoquer une figure masculine ayant franchi ce cap, qui puisse être protectrice, au regard porteur et qui parviendrait à exclure ces jeunes menaçants pour rétablir un environnement sécure où il pourrait finalement reprendre sa vie, comme il dit lui-même, s'élancer pleinement vers l'adolescence. Peu à peu, il ramène l'idée de s'essayer à retourner au collège, en s'imaginant être accompagné par un tel personnage, Salvateur, qui viendrait à sa rescousse au moindre tracas, proférant à l'encontre de ses importuns des menaces de mort. Ce scénario imaginaire de compagnonnage, assorti d'une certaine figuration des vœux meurtriers, qui commence à se déplacer ici sur des figures extrafamiliales, lui permettent de commencer à ouvrir la possibilité d'un retour progressif au collège. David rejoue la question de la séparation au sein même de nos séances, tout en interrogeant la potentielle déception de l'autre lorsqu'il s'absente. Déception qu'il redoute et qui résonne tel un miroir blanc, le laissant dans une solitude absolue où se mobilisent les fantasmes meurtriers. La déception parentale ne se laisse d'ailleurs pas attendre dès lors qu'il se montre en difficulté, ces derniers m'adressant alors un message désemparé et plein de désarroi. En chemin, nous relevons une problématique de séparation, enchevêtrée avec une certaine rivalité, et surtout des fantasmes meurtriers dans le lien parent-enfant que la puberté réactualise avec acuité. Dans cet enchevêtrement, le surmoi apparaît sous des traits tyranniques, conjuguant sadisme, toute puissance et imprévisibilité insécurisante, puisque la limitation semble tomber de façon totalement aléatoire
sans donner de repères au sujet. Il se trouve rivé au miroir que l'autre voudrait bien lui tendre, tout en craignant n'avoir aucun retour. David évoque la rage que suscite son incapacité à s'opposer, au risque d'être détruit. Il me le montre, laissant sa mère intervenir dans son espace, l'empiéter sans opposer une quelconque résistance. Lorsque je reprends le cadre avec lui, il se glisse d'abord dans cette même position je m'en foutiste, m'amenant à soutenir, voire même à garantir la préservation de son espace et son mouvement d'opposition pour qu'il puisse ensuite le reprendre à son compte. Ce faisant, s'il me ramène dans un premier temps sa mère, me laissant alors voir l'entrelac entre déception, vœux de mort, idéation suicidaire et angoisse de perte, c'est pour mieux me ramener finalement son père, auquel il adresse alors une véritable demande d'étayage. Il l'interroge quant à sa capacité de protection que lui s'efforce de maintenir coûte que coûte, fût-ce dans l'effacement des visages de ses bourreaux, mais aussi de lui-même. Mieux vaut se faire oublier que liquider. Mais aussi, mieux vaut oublier que liquider. Dans un lien associatif qui laisse percevoir la fragilité du déplacement des deux meurtriers qu'il tente pourtant d'opérer, il évoque un souvenir d'une colère vive dans la famille. Mais alors, dans l'énoncé même, les positions tendent à s'inverser. On ne sait plus qui est pris de colère, et lui pourra dire avoir été pris dans la peur qu'il n'en vienne aux mains. Il ressent le besoin que toute puissance et impunité se trouvent contrebalancées par la dimension plus protectrice du surmoi qu'on peut incarner, au moins pour un temps, tout autant que l'on aide à asseoir le déplacement finalement qu'il tente d'opérer pour refroidir les scènes et tempérer la poussée pulsionnelle en vigueur. Guidé par ce constat, je propose de cadrer les temps de reprise au collège tout en l'encourageant afin de réunir les conditions pouvant lui assurer un sentiment de sécurité, ce qui passera aussi par un travail de lien avec le collège. J'ai alors le souci de l'aider à se fixer des objectifs tenables, c'est-à-dire à lui épargner aussi la déception et à privilégier la dimension à la fois narcissiquement soutenante mais aussi plaisante de la mise à l'essai. À partir de ces éléments quelque peu condensés ici, des repères en termes d'accompagnement thérapeutique se dessinent déjà. Le premier, l'accueillir dans un cadre sécure et lever l'idée d'une attente, voire d'une demande, ou même de quelque chose qu'il pourrait vivre comme une exigence présumée à son égard. C'est ce qu'on vous disiez ce matin, ne pas trop faire peser notre désir. Ce qui implique aussi de pouvoir incarner la capacité d'attendre sereinement. Un deuxième axe, tenter de contrebalancer la toute-puissance, l'arbitraire qui vient majorer le sadisme en vigueur. Cela en passera notamment par incarner une dimension plus protectrice dans le lien avec lui. Soutenir également le déplacement tenté sur une scène extra-familiale afin de pouvoir soutenir un premier moyen de décondensation, en soutenant toute scène de jeu potentiel des conflits en vigueur, parce que s'il a déserté l'école, il n'a pas déserté du tout toutes les activités extrascolaires où il se rend. Autant d'espace potentiel de mise à l'essai. Et enfin, dernier axe, incarner un compagnonnage, un étayage, via une posture peut-être encourageante, soutenante, mais aussi cadrante. C'est l'exemple de la reprise du collège, où il aurait été tenté comme ça de passer de rien à tout, en même temps en restant extrêmement angoissé, etc., qu'on va jalonner, pour que ce soit des objectifs plus tenables, évitant de réitérer la déception déjà essuyée et en veillant à assurer aussi sa sécurité. Je vais être obligée de... Oui, on va s'interrompre là, c'est bien aussi. Je suis vraiment désolée. Oui. C'est bien trop. On a vu quelque chose de bien. Merci beaucoup
Delphine. Alors vous voyez qu'il y a des liens organiques profonds entre les différentes interventions. Les conférenciers ne se sont pas concertés, hein, mais vous voyez qu'ils sont nourris par une pensée qui à la fois a quelque chose de commun, mais aussi quelque chose à chaque fois d'original. Avec Delphine, donc nous avons vu apparaître des thèmes nouveaux autour de la mélancolie, du décrochage, attaque de la pensée et attaque du lien. Et aussi, peut-être par exemple, l'idée de réanimer le désir en restant vivant et l'importance du plaisir partagé. Donc nous allons maintenant discuter en se souvenant que Emmanuel Boé doit partir à 15h15 pour des raisons liées au train. Voilà, à vous la parole. Je voulais poser une question à Emmanuel Boé, que je remercie pour son intervention qui était très vivante et très riche à tous les points de vue. Et je voulais vous demander, parce que ce que vous avez dit m'a beaucoup fait penser, quand vous avez parlé notamment de l'absence d'agrippement au rythme externe, enfin tout ce qui est du côté du contenant, etc. Et j'ai pensé beaucoup au fait que, enfin ça m'a fait penser à la clinique de l'anorexie mentale à l'adolescence, parce que j'ai travaillé longtemps dans un service comme ça, avec Philippe Janet notamment, et le fait qu'il avait mis en place beaucoup pour ces patients-là, ces patientes-là, c'était beaucoup des filles, du psychodrame, parce qu'il disait que de jouer justement ce qui se passait leur permettait, de jouer que les thérapeutes et elles-mêmes jouent ce qui se passait dans ce psychodrame, leur permettait de se représenter justement cet agrippement à l'externe qu'elle mettait en place et de leur proposer justement un contenant, non pas travailler sur le contenu, mais le contenant psychique, parce que quand on les voyait en thérapie individuelle, c'était assez compliqué, hein, parce que je pensais à ça, puisqu'elle ne parlait pas, elle pouvait rester pendant des séances et des séances sans dire un mot, et il me disait non, il faut continuer, il faut garder le contenant, il faut garder le cadre, mais par contre, on mettait en place par ailleurs aussi, alors à la fois un travail familial, parce que très tôt, il a proposé qu'on fasse aussi un travail de thérapie familiale, c'est moi comme ça que je me suis inscrite dans les thérapies familiales après, et aussi donc du psychodrame. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis dit que c'était quelque chose d'intéressant aussi pour ce type d'adolescent. Je suis d'accord avec le parallèle anorexique-phobie scolaire. Je ne sais plus, mais qui disait qu'en tout cas, il y a une anorexie de l'école chez les phobies scolaires. Donc on sent qu'il y a une parenté. C'est ce que je disais par rapport au sentiment d'impuissance aussi. Hein. C'est vraiment... je ne sais pas, enfin, il y a plusieurs registres qui se mêlent pour produire chez l'autre quelque chose où il est totalement impuissant, il n'a plus ses moyens habituels. Et le psychodrame, ça serait idéal, mais moi, j'ai jamais réussi à mener un jeune phobique au psychodrame. En fait, les étapes, déjà, on essaie de le voir avec un peu de avec une régularité, et s'il ne vient pas, évidemment, on lui garde sa séance et on l'attend à la séance suivante. Après, on essaie d'introduire petit à petit un autre qui peut être, ça peut être un prof, enfin là où je travaille, on a des enseignants qui sont au CMP, donc ça peut être un prof, ça peut être un éducateur, ça peut être un groupe. Mais le psychodrame, ça les confronte tellement... disons que dans le psychodrame, il faut avoir un peu d'initiative, il faut un peu amener de soi. Et ce sont vraiment des jeunes qui ont un défaut de subjectivité majeur, hein, finalement, et qui du coup... Amener d'eux, c'est ce qui les bloque le plus. Alors ce qu'on faisait, c'était à l'hôpital, c'est un peu différent, mais ce qu'on mettait en place, c'était un psychodrame où il y avait une seule patiente et plusieurs thérapeutes. C'était les thérapeutes qui jouaient, et parfois elles restaient des séances et des séances sans jouer quoi que ce soit, et petit à petit de voir en miroir justement. Ça c'est l'avantage de l'hôpital en fait, c'est que l'hôpital, ils n'ont pas le choix, ils y vont. Tandis qu'en ambulatoire, ils nous disent oui, ça m'intéresse beaucoup, et puis en fait, ils ne viennent jamais. Donc on essaie des groupes quand même, et c'est vrai que dans la relation thérapeutique, on psychodramatise. Finalement, c'est le ressort qu'on a. Hein, on psychodramatise un maximum, avec notre corps, avec notre façon d'être, nos mots, pour mettre du jeu psychique là où il n'y en a plus. Et ce qu'on essaie de faire en thérapie familiale,
Voilà. Bonjour, je suis pédopsychiatre. Deux questions à Emmanuel Boué. Alors je suis très content d'entendre qu'à l'hôpital Sainte-Anne, on peut penser comme vous pensez, parce que je suis un peu pédopsie et Sainte-Anne c'est aussi un signifiant particulier, même si historiquement il y a toutes sortes d'ouvertures. Un autre point, c'est par rapport à ce que vous évoquiez, par rapport aux stratégies que vous évoquez, la question de l'accueil dans des établissements, soins-études, Fondation Santé des étudiants de France et autres, où là on les sort quand même de cet environnement. Alors avant d'être à Sainte-Anne, j'étais en soins-études à la Fondation Santé des étudiants de France. Et c'est vrai que j'ai commencé à rencontrer des phobies scolaires dans cet environnement-là et à essayer coûte que coûte à les mener à l'école dans un contexte aménagé, à les voir en hospitalisation soins-études. Et j'ai quand même fait le constat que ça ne marchait pas beaucoup. Donc ça reste indiqué pour les phobies scolaires. Souvent quand ils sont hospitalisés, après on préconise un soin-études. En pratique, je trouve que ce n'est pas la panacée, le soin-études, parce que ça reste la même chose. Il est toujours question d'aller à l'école, même si s'il y a juste un couloir à traverser ou une cour à traverser, il faut quand même qu'ils aillent à l'école, dans quelque chose qui ressemble à une vraie école. Et voilà, on travaille comme si c'était le contenu scolaire qui faisait défaut, qui était leur problème. On continue à être dans cette optique. Et du coup, je ne suis pas fan, disons, pour rester... Voilà. Je trouve que les établissements scolaires à pédagogie adaptée, genre les micro-lycées, ben ça fonctionne mieux. Déjà parce que... Non mais vraiment en plus, hein, c'est pas... Déjà parce qu'on s'occupe des soins d'un côté, on s'occupe de l'école d'un côté, on sait que l'autre existe, on peut faire un lien, mais on ne les mélange pas. Et je pense que c'est important pour eux de ne pas mélanger, qu'ils en ont besoin en fait. Et voilà, l'école reste l'école, avec une souplesse, avec quelque chose qui leur permet parfois d'y aller, pas toujours, hein. Mais par contre, je travaille, oui, à Sainte-Anne avec le micro-lycée de Paris et on a une convention et on est très très en lien pour ça, pour ces jeunes. Beaucoup plus qu'avec les établissements sans études. Autre question ou remarque, je pensais en vous écoutant, il y a eu à une époque des colloques bébé ado carnepsie. Bon, je pense que ça peut être intéressant de retourner visiter un petit peu ça. Et surtout, je tendais l'oreille à ce que vous disiez des premiers rythmes, des bébés, des tout petits, et de la question du travail à ce niveau-là et des accompagnements. Voilà. Ben, c'est bien effectivement un axe de travail que je trouve très important. Après, on ne peut pas retourner dans leur... Ce qui est remarquable, en fait, c'est que quand on interroge les parents sur comment ça s'est passé dans la toute petite enfance, on met beaucoup de temps à obtenir des petites choses qui relèvent de failles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un gros événement. Parfois, il y en a, mais ce qu'on appelle les traumas cumulatifs, Massoud Khan, c'est des petits défauts de contenance. Ce n'est pas un événement majeur, ce n'est pas un fait divers dont on va se rappeler et qui va nous permettre de donner corps à cette hypothèse qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la toute petite enfance. Donc c'est vraiment, c'est très délicat pour reconstruire et ça reste totalement hypothétique, hein. C'est de la construction en fait. Mais on en a discuté avec Bernard Goltz beaucoup de ce sujet-là et effectivement, c'était mon sous-directeur de thèse, on va dire, Bernard Goltz. Infidèle. Et c'est vraiment quelque chose que tu as traité dans le chapitre d'humanité, où ça apparaît vraiment, c'était développé particulièrement.
Alors là, dans ce chapitre, j'ai parlé d'un un jeune reclus qu'on a dû aller voir chez lui, en fait. Ce qui est souvent le cas, hein. Quand ils ne peuvent vraiment pas se déplacer, bah, on va à eux. Et lui, on l'a vu pendant plusieurs mois, toutes les semaines à la maison. Et ça a échoué. Oui. Mais bon, je raconte je fais un récit de cet échec comme je peux pour essayer d'en tirer des enseignements pour que ça n'échoue pas à tous les coups. Oui, et le lien avec le temps et la rythmicité et les premières relations mère-bébé, c'est particulièrement bien expliqué, je trouve, dans ce chapitre-là. Je trouve que les deux exposés, celui d'Emmanuel et celui de Delphine, évoquent sur des modalités très différentes un point qui est commun, qui serait la clinique du négatif ou une clinique de la dérobade, un peu dérobade de l'objet, ou une absence dans la construction du sujet. Et bon, c'est vrai, tout ce que vous remarquiez à l'instant, là, des liens très forts qui peuvent exister entre ce qui constitue le bébé dans ses relations primaires à l'objet et ce qu'on retrouve au moment de l'adolescence quand ça trébuche et où quand se révèlent les difficultés de ces premiers achoppements de la relation primaire. Alors c'est vrai que c'est une hypothèse, parce qu'on n'a aucun moyen, on n'a pas un moyen absolu de dire c'est vrai, c'est ça, mais ça ressemble tellement à ça qu'on peut quand même faire confiance à ce schéma de pensée. Et en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que même si on se trompe dans sa construction théorique, on offre un étayage à la fois à l'adolescent, à sa famille et au thérapeute, en proposant des modèles de pensée qui vont permettre de compenser le vide de pensée auquel on a affaire dans ce type de problématique. Donc, théoriser, de toute façon, c'est une façon de dire les choses à peu près, hein. C'est une façon de se tromper, même on pourrait dire. C'est une façon approximative de rendre compte du réel. Mais tant qu'à faire, autant approcher une représentation du réel qui nous échappe, plutôt que de renoncer à y comprendre quelque chose. Donc c'est pas grave si on se trompe. Bon, il ne faudrait pas qu'on se trompe trop, mais si on se trompe un peu, ça va. Ça peut aller. Ça peut aller parce que c'est des pathologies qui découragent, hein, qui sont difficiles. Hein. Et donc le mérite, c'est de faire face et d'essayer de penser avec cette place énorme qui est laissée au vide ou à l'absence. Pour Delphine, dans la bibliographie de Delphine, il y a des choses qui nous interpellent, de Basquiat à Star Wars. Comme lui, évidemment, ça peut être sur des conférences, là aussi, on a compris que tous nos conférenciers pourraient revenir pour d'autres conférences. Ce passage-là par ces mythes, parce que vous parlez d'un mythe pour Star Wars, comment ça vous éclaire sur la clinique adolescente, comment vous pouvez vous appuyer dessus pour en dire quelque chose en quelques mots. Oui, alors... Effectivement, alors Star Wars, ça m'est pas venu tout seul comme ça. Tiens, un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas s'intéresser à Star Wars? Alors, j'ai un frère, en l'occurrence, quand j'étais adolescente, lui, ça m'avait pas mal interpellé. Il voulait me faire voir le truc. J'avoue que j'ai décroché au bout de 10 minutes. À l'époque, je n'ai pas du tout accroché. Et en fait, c'est revenu, mais pas du tout, c'est revenu par la clinique, c'est-à-dire des jeunes qui m'en parlaient beaucoup. Je me suis dit quand même, à un moment donné, ça a l'air de pas mal les mots. Ben voilà, c'est un vecteur qu'ils utilisent pour me parler de. Allons voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, et là, j'ai adoré.
bizarrement, des années après, je suis tombée dedans, quoi. Donc voilà, et après, c'est vrai que, bien sûr, je ferai un parallèle avec ce que Freud évoque dans Totem et Tabou, du mythe de la horde primitive, et de cette question-là, de l'alliance comme ça des frères contre ce père de la horde tout-puissant pour pouvoir accéder à quelque chose de la civilisation, justement. Voilà, alors il y a le repas totémique, il y a plein d'étapes comme ça, et en fait ça m'a beaucoup parlé, notamment par rapport à ce que les adolescents garçons pouvaient déposer dans la clinique, que ce soit des angoisses du côté de la dévoration, de la confusion, mais aussi peut-être qu'on abuse d'eux au sens de qu'on les écrase, hein, que l'autre les écrase comme ça, voilà, avec une puissance illimitée, etc., quoi. Donc c'est comme ça que je me suis un peu tournée vers ces éléments-là, et puis après, chaque rencontre ayant son lot de qu'est-ce qui a attrapé l'adolescent nous invite, hein, à aller vers d'autres mythes, revisités dans les objets culturels contemporains notamment. Donc c'est la pause. On se retrouve le plus rapidement possible. Normalement c'était 15h20, donc ça ne ferait que 5 minutes de pause. Voilà.